Casting Call, bienvenue sur le podcast de la rédaction de casting.fr qui révèle ta vraie nature. Ici, on va parler casting, témoignages exclusifs, des rencontres avec des professionnels, les clés et les secrets pour devenir un artiste et surtout, en vivre. Casting Call, c'est ton nouveau coach audio qui te permet de poser ton premier pas sur ton chemin de l'éveil et de la réussite. Ose enfin devenir celui dont tu rêves. Bonjour, je suis Soledad Franco, bienvenue sur le podcast de la rédaction de casting.fr Casting Call. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir un membre de la famille Grus, un membre qui est devenu directeur de la compagnie Grus. La compagnie Grus, c'est l'art équestre depuis plus de 50 ans. Les Folies Grus, les 50 ans célébrés par un nouveau spectacle imaginé par celui qui est devenu directeur, celui qui est le fils d'Alexis Grus, Firmin Grus. On va évoquer son enfance au sein de la famille Grus, une enfance faite d'entraînement, de représentation. Firmin Grus, bonjour. Bonjour Soledad. Alors la devise de ce podcast, c'est « Ose devenir l'artiste dont tu rêves ». Qu'en est-il pour toi ? J'ai pas eu le temps d'y penser parce que je suis devenu l'artiste que je suis à force du temps et du travail. Alors raconte-nous ton papa. Qui est Alexis Grus ? Alors mon papa, Alexis Grus, c'est une personnalité qui est née en 1944, qui a rencontré qui a une carrière de cavalier, d'acrobate à cheval, d'abord avec son père, avec son frère, avec ses sœurs, dans sa famille. Il naît sous un chapiteau juste à la fin de l'occupation, en 1944. Et dans les années 50, ça devient le grand cirque de France, le Radio Circus, des entreprises énormes avec plus de 200 salariés. C'est le cirque radiophonique en fait à l'époque. C'est là où il y a Zapimax, c'est où il y a le Radio Crochet, et il y a une foule, pléiade d'artistes et de célébrités qui viennent Et en fait, la particularité, c'est que le cirque, il se déplace de ville en ville. Mais alors, son cirque, à cette époque-là, c'était quoi comme cirque ? C'était le Radio Circus, c'est le grand cirque de France. C'était pas mon père, c'était son père et son oncle. C'est ça. Voilà. Et ça, c'est nos origines. Les chevaux existaient déjà ? Déjà. Ok. Mais à l'époque, c'était plus quelque chose qui était une entreprise de communication incroyable parce que les gens écoutaient à la radio des émissions et ils avaient une fois la chance dans l'année d'aller assister à l'enregistrement de cette émission en direct. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il faut, je vais faire une petite aparté, quand on parle de numéros au cirque, c'est parce qu'à l'époque, on disait numéro 1, démarrage du public. Numéro 2, arrivée de Monsieur Loyal. Numéro 3, arrivée des pin-up. Numéro 4, arrivée de premier artiste. Et c'est comme ça qu'on a vulgarisé un peu notre métier en disant des numéros. D'accord. Et donc, après, fin des années 60, ça va mal pour l'entreprise familiale, après un succès énorme. L'entreprise dépose le bilan. Les frères, mon grand-père et son frère se séparent. Et mon père part faire l'artiste en Espagne. En 70, il se marie avec Gypsy, ma maman. Une femme extraordinaire, Gypsy et ses chiens. Je crois qu'il a eu la chance de trouver l'artiste la plus incroyable que j'ai jamais vue dans ma carrière, ou dans l'histoire, qui a pratiqué toutes les disciplines après. Mm-hmm. Et ils partent en Espagne faire l'artiste pendant plusieurs années, 2 ans. Ils reviennent en France et ils décident de monter leur cirque. Et puis, ils galèrent. Jusqu'à ce que Sylvia Montfort appelle mon père pour illustrer une exposition qui avait lieu dans la cour à Paris, parce qu'elle était directrice du centre culturel de la ville de Paris, Sylvia Montfort. Elle organise une exposition et qui retraçait les 200 ans de l'arrivée de Philippe Astley à Paris. Uh-huh. Alors, petite histoire, c'est que Philippe Astley, c'est un major anglais qui utilisait la piste pour former les chevaux et les cavaliers au champ de bataille. D'accord. Et démobiliser, parce que quand vous arrivez à circuler sur cette piste, faire des pirouettes, remonter en selle, etc., vous pouvez prétendre aller au champ de bataille. Si vous ne maîtrisez pas trop, c'est pas recommandé. Sinon, vous y laissez la vie et vous n'avez aucune chance de vous en sortir. Donc, cette piste, elle est formée pour ça, utilisée pour ça au départ. Démobilisé, il a l'idée de faire un spectacle. Et pour agrémenter son spectacle, il a fait venir des saltimbanques. Donc, c'est la fusion, en fait, des cavaliers militaires et des saltimbanques. Incroyable. Ça, c'est 1765 à Londres, 1768. Okay. Et 1774, il arrive à Paris. Parce que c'est un succès à Londres et il est invité à Paris. D'accord.
l'exposition de 1974, donc c'est sur son arrivée. Et l'illustration que voulait donner Sylvia Montfort à cette exposition, c'était un spectacle vivant. Et ma famille, donc mon père, ma mère, mes oncles, mes tantes et mes grands-parents sont venus à Paris dans la cour de l'hôtel Salé, qui est le musée Picasso. Donc à ce moment-là, votre papa, Alexis Grus, a réussi à reformer la famille. Il a déjà sa partie de la famille. Voilà, ils sont séparés de l'oncle, mais sa famille, son frère, sa sœur et ses parents restent avec voilà, c'est important cette notion de famille, toujours. Chez nous, c'est important. C'est important. Et donc, 74, il vient présenter son spectacle alors qu'il galère en France, ville après ville. Et c'est une révolution. Le public est debout pendant 15 minutes, 20 minutes, parce qu'il découvre. À l'époque, il faut comprendre que c'était l'après-guerre, c'était de plus en plus grand, de plus en plus gros. Et puis, surtout, il y avait ces présentations avec les fauves, avec les animaux sauvages et la démesure. Et c'était tout simplement parce que l'histoire du cirque, celle que nous, on ne cultive pas dans notre famille. Que vous n'avez jamais cultivée. C'est le cirque d'abord américain, donc, avec les origines de Barnum, avec les origines d'extravagance, burlesque. Exactement. Ensuite, il y a le cirque. D'ailleurs, dans l'histoire du cirque, il y a l'histoire du cirque américain. Après, il y a l'histoire du cirque russe. Et après, il y a l'histoire du cirque canadien aujourd'hui. Mais nous, notre famille, elle est inspirée par Philippe Asselet et ses saltimbanques. Et c'est ce qui donne notre forme encore aujourd'hui de spectacle. Entre cavaliers militaires, avec le respect, la posture, le style, la rigueur, l'exigence, et en même temps le côté saltimbanque qui apporte la grâce, l'élégance, la légèreté, la poésie, la sensibilité. Il y a toujours beaucoup d'humour. Ça, c'est le côté italien. C'est ça qui est important. Donc le cirque, votre cirque à vous, comment on l'appelle ? Alors, justement, on parle beaucoup de cirque et moi, aujourd'hui, dans notre culture, dans notre communication, dans nos éléments de langage, on ne parle plus de cirque. Pourquoi ? On parle de compagnie, la compagnie Grus. On parle de la compagnie Alexis Grus, parce que c'est une institution, elle est à la piste, à l'art équestre, ce qu'est la comédie française au théâtre, c'est-à-dire un véritable conservatoire. Et puis, quand on parle de cirque aujourd'hui, si je vous dis, je trouve une personne dans la rue et je lui parle de cirque, donnez-moi la définition d'un cirque. C'est les animaux. Mais non, mais on est incapable, c'est pas vrai. C'est pas que les animaux, parce que d'ailleurs, quand on vient à Paris voir du cirque aujourd'hui, on y va plus dans des théâtres que sous des toiles. Il y a beaucoup plus de cirque dans des salles ou dans des buildings, dans des zéniths, dans des arénas, que dans des chapiteaux. Est-ce que la compagnie Grus, c'est l'art cavalier comment on pourrait le définir ? C'est vraiment cette fusion des saltimbanques et des cavaliers. Et il y a la même... il y a une complémentarité. C'est pas un mélange. Ça, c'est important. Parce que souvent, mon père a beaucoup de dictons, beaucoup de phrases, mais il dit les mélanges, ça donne pas des bonnes choses. Les rencontres, ça donne toujours des naissances, ça donne des belles choses. Et l'autre définition qu'on a, c'est le travail effacé par le travail. Ça, c'est mon père. C'est sa définition de l'art. Et le cheval nous inculque ça. La différence qu'il y a entre le monde du cirque et notre famille, par exemple, aujourd'hui, c'est que nous, 12 mois sur 12, tous les matins, 6 jours sur 7, vous pouvez venir à 7h30 sur la piste, il y a toujours un Grus qui est en train de travailler avec des chevaux. Et ça, c'est un travail comme le danseur à l'opéra. C'est comme l'athlète qui se prépare pour les Jeux Olympiques. Il n'y a pas un jour où on peut se dire, c'est bon, je reste couché, et puis demain, ça reviendra. Quel genre d'enfance avez-vous eu ? Quel genre d'enfance j'ai eu ? J'ai eu une enfance agréable. Je n'ai pas connu les années fastes, mais ma vie, j'en ai fait quelque chose d'assez bien, plaisant. J'ai toujours voulu relever les défis, j'ai toujours voulu défier les lois de la pesanteur et le côté athlétique que j'ai, le côté d'équilibre que ma mère m'a appris grâce à l'échelle libre. Donc, je suis équilibriste sur échelle libre. Ça m'a développé un sens de l'équilibre incroyable. Parce qu'avant de faire de l'échelle libre, il faut savoir que pour ne serait-ce que tenir sur l'échelle, il faut 3 ans. Et pour présenter la discipline, j'avais 7 ans. Et le premier Justement, est-ce que lorsqu'on est Grus, il est évident qu'on va embrasser cette carrière d'artiste ? Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Il n'y a rien de garanti dans la vie. Ça serait trop facile. Ça serait trop drôle d'ailleurs. Ça serait ennuyeux même.
À quel âge vous avez commencé à vous former, à vous entraîner ? Au début, que ce soit pour nous ou que ce soit pour nos enfants, on ne laisse pas trop le choix. On force un peu la chose parce que dans la vie, il n'y a rien de naturel. Quand on pense que tout est naturel, non. L'homme, il est là pour valoriser la nature et lui donner sa chance de se développer. Mais par exemple, pour tenir debout sur un cheval au galop, c'est pas juste avec de la volonté, c'est du travail. Mon père m'a mis debout sur un cheval au galop, j'avais 4 ans. C'était déjà pas rigolo. Mais quand j'ai eu 19 ans et que je faisais des figures impressionnantes debout sur le cheval au galop avec une aisance incroyable, j'avais beaucoup de reconnaissance pour le travail que m'avait transmis mon père et m'avoir un peu forcé. Voilà. Pour moi, la compagnie Grus, c'est patrimoine de l'humanité français. Je pense que vraiment, il est important, et moi je suis fière que vous soyez français. Ces spectacles sont absolument bouleversants. Beaucoup d'hommes chez les Grus. Et vos femmes, votre femme ou celle de votre neveu, ce sont des femmes qui sont des gymnastes absolument incroyables et on a la sensation quand on est spectateur qu'elles ont intégré la famille et qu'il y a une sorte de c'est parfait en fait. Comment l'expliquez-vous ? Quelle est la démarche ? C'est naturel, ça se travaille ? Parce que ça doit pas être facile d'intégrer la famille Grus. On n'a pas le choix. En gros, c'est toujours pareil dans la vie. On n'a pas tellement le choix. Comment peut-on vivre avec une personne si on n'aime pas ce qu'elle fait ou ce qu'elle est ? Comment peut-on partager des choses si on n'a pas les mêmes Moi, je m'entends admirablement bien et on a une complicité extraordinaire avec mon épouse parce que moi, je suis né Grus, à l'école Grus, avec mon père et ma mère qui ne nous ont pas lâchés et qui nous ont mis la barre très haute. Et elle est née russe pendant l'ère de l'URSS. Elle a été à l'âge de 4 ans dans un bassin pour apprendre la natation synchronisée dans des conditions que même moi, de mon côté, c'était pas aussi dur. Parce que quand on vous accroche un poids d'1 kilo à chaque bras et un poids d'1 kilo à chaque jambe et un poids d'1 kilo à la ceinture pour faire votre chorégraphie de natation synchronisée à l'âge de 7-8 ans et que vous devez garder la tête hors de l'eau et que quand vous avez réussi, on vous enlève qu'1 kilo et que vous recommencez, je peux vous dire que ça vous met la barre très très haute. C'est vous qui avez imaginé ce numéro absolument divin avec votre femme. Parlez-nous de ce numéro. Alors on a dit les numéros, c'est ce que je vous expliquais l'histoire. Non, comme ça je vous raconte. Ouais. Nous on parle de tableau. De tableau, pardon. Il faut mettre de la poésie dans tout ça. C'est un tableau. Et j'ai imaginé le tableau avec mon épouse parce que je lui disais quand on s'est rencontrés, je veux qu'on fasse un duo à cheval. Okay. Chez les Grus, c'est à cheval. Et elle est spécialisée maintenant dans tout ce qui est aérien. Elle me dit non, je veux qu'on fasse un duo dans les airs. Mais je lui dis, t'as vu mon gabarit, plus de 90 kilos, 1m80 quand je suis suspendu avec mes cuisses de cavalier. En plus, j'ai des bonnes cuisses, moi. C'est pas forcément ma nature. Et puis, de fil en aiguille, en discutant, en réfléchissant et en observant des choses autour de nous, au bout d'un moment, j'ai vu un spectacle et le garçon ne faisait pas beaucoup. C'est la fille qui faisait beaucoup. C'était très joli, très poétique. Il y avait une grande complicité dans le duo. Et j'ai compris que je pouvais faire les exercices que faisait le garçon. Et j'ai dit à mon épouse, j'ai dit, si tu veux, on commence l'aérien, je veux bien m'y mettre. Et nous, on fera aussi une partie à cheval. Et je dis, une fois qu'on a commencé à bien répéter, j'ai envie qu'on raconte notre vie. C'est un moment d'abord de séduction. Que le garçon séduit la fille séduit le garçon, parce qu'il faut que ça soit réciproque. Si c'est que dans un sens, ça marche moins bien. Ensuite, on fait des choses ensemble. Et puis là, nos passions, déjà ta passion, c'est l'aérien, on y est. Et puis ma passion, le cheval arrive. Et puis après, on fait comme un medley. On vient à mixer un petit peu et faire une permanente évolution dans ce tableau. Et c'est vrai qu'il durait 9 minutes 30. Quand on mêle l'aérien et l'acrobatie à cheval, il faut avoir une bonne condition physique. Mais j'ai eu un plaisir incroyable à faire ce numéro, ce tableau. Absolument. Ah, attention à ce tableau. Alors, vous êtes aujourd'hui le directeur de la compagnie. Eh oui. En quoi ça consiste ? Ça consiste que, pareil que dans tout le reste, on doit gravir les échelons. Mon frère est mon aîné depuis de 9 ans en plus. Et chez mon père, c'était plutôt le droit d'aînesse à la base.
D'accord. C'est-à-dire c'est l'aîné qui doit porter la culotte, c'est l'aîné qui va porter... Sauf que je pense que dans la vie, il n'y a pas de règle. Tout est à la portée de tout le monde, il faut se donner les moyens. Et après, les caractères peuvent être différents. Mon frère est un jazzman, un mélomane, un artiste, quelqu'un qui aime prendre du temps pour jouer de la trompette, prendre du temps pour jongler. Par exemple, il a jonglé de l'âge de 8 ans jusqu'à 40 ans, quasiment 4 heures par jour. Et il y a des tableaux magnifiques avec ses fils Voilà. qui sont divins. Oui, voilà. La transmission, la génétique, on en parlera Ouais, après. c'est l'exemplarité, ça. Ouais. Et puis, il y a ma sœur aussi. Donc, elle est 2 ans plus jeune que moi. Et elle, son truc, au-delà d'être une fille de ferriste incroyable et une artiste exceptionnelle, elle a une sensibilité avec les chevaux qui est beaucoup plus proche de celle de mon père avec les chevaux. Donc, naturellement, on s'est réparti les tâches. Moi, la direction générale, parce que j'aime les affaires, j'aime la construction, j'aime bâtir, j'aime entreprendre. Mon frère, c'est la mise en scène, c'est la sensibilité, c'est les relations avec son univers. Et puis ma sœur, c'est les chevaux. Et puis la grâce, et puis aussi la transmission aux enfants. On partage beaucoup de choses. Et en même temps, moi, j'ai toujours voulu que cette entreprise, elle soit... Je dirige, bien sûr, je suis directeur général, mais parce qu'il faut un gérant sur le papier, il faut quelqu'un qui porte vraiment la responsabilité. C'est moi qui en ai cette chance. Mais en même temps, je veux que ça soit démocratique. Je veux que ça soit partagé. Tous ensemble. Oui, Alors, ce directeur conduit les camions, monte les structures, imagine des tableaux. Vous vivez constamment ensemble. Alors, pourquoi je fais tout ça d'abord? Parce que ça se fait dans l'autre sens. D'abord, on a appris à faire les artistes. Notre père nous a appris à monter les chapiteaux. Après, il nous a appris qu'il fallait entretenir le matériel, donc passer les camions au contrôle technique, acheter des camions, faire de la mécanique, et puis laver les chapiteaux, et puis ensuite apprendre de nouveaux tableaux en permanence, remettre en question nos spectacles. Donc on a cette culture de remise en question permanente chez nous. Et de faire ensemble. Tout le monde met la main à la pâte. Parce que quand on se retrouve tout seul, on est un peu embêté. On a besoin des autres. La complicité, c'est ça qui est intéressant. Quand on parle de la biodiversité, c'est la complicité de ce que l'on a autour de nous. Nous, dans notre culture, c'est pareil. Si on n'a qu'un seul cheval, on ne peut pas faire toutes les disciplines. Et on ne peut pas travailler longtemps avec un cheval. Un cheval, c'est formidable pour ça. Cette culture du cheval, elle nous donne le rythme, le tempo. Il faut être très rigoureux, très généreux, et en même temps savoir donner la bonne dose. Parce que sinon, après, le cheval, il n'a pas la bonne morphologie, il n'a pas la bonne souplesse, il n'a pas la bonne condition physique. Les Folies Grusses, ça a cartonné. Vous venez de démonter le chapiteau à Boulogne. Vous serez cet été à Béziers. Racontez-nous ce qui va se passer cet été. Alors, les Folies Grusses, j'explique déjà ce que c'est. Ouais. Quand on a repris l'entreprise en 2019 avec mon frère et ma sœur après mon père, moi, je leur ai dit, je veux bien continuer, mais il faut un projet d'avenir. Le cirque Alexis Grus, on avait enlevé le mot cirque déjà depuis 2014 pour se diriger vers du spectacle équestre et aérien avec les Farfadets, Pégase et Icare, Quintessence. Et puis, je leur dis, moi, je suis très inspiré par toute la partie hospitalité, accueil, restauration, musique, ambiance. Une immersion dans l'univers Grus. Et donc, un ami me dit, ton lieu, tu dois l'appeler les Folies Grusses, parce que c'est inspiré des folies du 19e, c'est un lieu populaire, c'est un lieu où toutes les générations y trouvent leur compte, un lieu d'échange, de rencontre. Et donc, ça s'est appelé les Folies Grusses, et on a créé ce concept avec le pré-show, le spectacle et l'after-show. Et c'est un véritable succès. Si on vient, on peut y passer 4 heures. Oui. En fait, parce que on est accueillis par les chevaux. Pendant qu'on dîne, on a les petites filles qui viennent avec leur poney. C'est absolument magnifique. Votre frère qui jongle. On a l'impression de faire partie de la famille et de côtoyer, de voir ces artistes à côté de nous. Pour nous, c'est absolument merveilleux de pouvoir les approcher. Et je me disais, et pour vous, il n'y a pas une notion de risque? Est-ce que vous aimez rencontrer les spectateurs? Nous, on adore ça. Nous, notre culture, mon père, il nous a toujours inculqué ça, ouvrir les portes. On a fait des répétitions pédagogiques. C'est-à-dire que faire un métier comme le nôtre, déjà, il faut être... Moi, je dis toujours, quand on parle de RSE aujourd'hui dans le monde des entreprises,
il n'y a pas plus RSE que notre métier, parce que nous, on donne. Mmh. On fait notre métier pour les autres. Mmh. C'est-à-dire qu'on force, mais ce sont les autres qui en profitent de la beauté du travail, de la beauté du geste. Donc, partager une expérience, partager une vie, partager une culture, il n'y a rien de plus beau sur cette petite planète. Et quelle fierté aussi de pouvoir le faire. Et donc, cette culture que l'on a dans notre travail d'entraînement, d'ouvrir les portes, de discuter avec les journalistes, avec les personnalités, on a voulu le mettre au grand public. Et c'est pour ça que les Folies Grusses, elles ont ce succès, elles sont à échelle humaine. C'est pas du bluff, c'est pas un produit de consommation, c'est un produit qui est sincère. C'est-à-dire qu'on a envie que les gens comprennent et vivent notre vie et notre expérience. Et ça se ressent quand on assiste au spectacle. On vibre avec vous parce qu'il y a une vraie notion de risque. Il y a une vraie prise de risque. Qu'en est-il pour vous, de votre côté? Est-ce que vous avez déjà eu une catastrophe? Est-ce que... Je vous ai dit au début que j'étais un peu le casse-cou de la famille. J'ai voulu toujours défier les lois de la pesanteur et du risque. J'ai eu à 25 ans fracture de la deuxième vertèbre. D'accord. J'ai fait saut périlleux par-dessus 2 chevaux, par-dessus, avec un tremplin en bois. Et j'ai fait un saut périlleux carpé avant. J'ai mis un demi-tour en plus. D'accord. J'ai fait un et demi. J'arrive sur la tête. Sinon, après, dans des spectacles, péritonite, fracture de la malléole, entorse, déchirure, claquage. On peut tout avoir. Le quotidien d'un Grusse. Ben oui, parce que quand on est à Paris, par exemple, d'octobre à mars, on donne à peu près 150 représentations. Au mois de décembre, cette année, on en a fait 52 en un mois. Et quand vous faites déporter sur les chevaux, par exemple, les pyramides, c'est physique. Il faut non seulement faire attention à ses porteurs, ses chevaux, il faut faire attention à ses voltigeurs, et puis il faut faire preuve de volonté, Quel genre d'abnégation. d'hygiène de vie vous avez? Du coup, ça vous oblige à avoir une hygiène de vie particulière? C'est pas un métier, c'est une passion. Donc, on subit aussi des choses, on accepte les concessions, mais ce sont les règles qui dictent ces concessions, en fait. C'est très intéressant, c'est très riche. Je discutais d'ailleurs avec une députée et je lui disais 52 spectacles au mois de décembre. Elle me dit, mais c'est pas tout à fait légal. Je lui dis oui, mais je lui dis si on ne travaille pas quand on a la possibilité, nous, les chevaux ne sont pas intermittents et nous, on n'a pas de chômage partiel quand il n'y a pas d'activité. Donc, il faut qu'on gagne un maximum de moyens et qu'on mette de l'argent de côté quand on peut, quand le public est présent, afin de faire vivre l'entreprise, nourrir les 50 chevaux tout le reste de l'année, le personnel. C'est 100 salariés quand on est à Paris, et le noyau fixe, c'est 50 quand on est en inactivité. C'est-à-dire qu'il y a 50 personnes qui sont permanentes et 50 personnes qui sont des saisonniers, intermittents, techniciens et autres personnels d'accueil quand on est en exploitation. Vous êtes papa de 2 petites filles, Jeanne et Célestine. J'ai vu Jeanne aux Folies Grusses. Elle est absolument époustouflante. Alors racontez-moi, justement, c'est venu naturellement? C'est vous qui les avez mis sur... Comment ça se passe quand on est une petite on est en plein Grusse? dedans. On est en plein dedans. En ce moment, c'est rigolo parce que ça fait... on est dans la 4e année d'apprentissage de voltige, l'acrobatie à cheval. Et mon père m'a appris, c'est la manière de faire c'est la manière qui compte, c'est pas le résultat. Uh-huh. Voilà. Donc ça veut dire que comme un danseur d'opéra ou comme un cavalier militaire, notre posture, je le disais tout à l'heure, elle a vraiment quelque chose d'une signature Grusse. Et ben ça, c'est très long à apprendre. Par contre, une fois qu'on l'acquiert, on peut prétendre faire de nombreuses figures et on a un aplomb et une capacité à pouvoir évoluer. Si vous n'êtes pas en capacité dans la vie, nous, on apprend toujours des choses en plus quand on fait un tableau, quand on fait une discipline, quand on fait un spectacle. Quand on fait un spectacle, quand on le crée, il dure quasiment le double au départ de son temps présenté au public. D'accord. Et après, on va épurer, on va écourter pour aller chercher le meilleur. Et ben dans l'acrobatie à cheval, c'est pareil. Il faut avoir une aisance, il faut avoir des rattrapes. D'abord, on apprend à tenir avec la longe. On a une longe de sécurité. Parce que le cheval galope chez nous. Et en plus, ensuite, on apprend à tomber. Parce qu'il faut savoir tomber pour ne pas tomber sur la tête. Savoir jusqu'où on peut tenir. Et puis, une fois qu'on sait tenir et tomber, on peut prétendre enlever la longe de sécurité. Ce qui n'empêche pas des fois qu'on finisse quand même dans le public. Mais
Les Grusses, pour moi, c'est une histoire intergénérationnelle. Évidemment, votre père, quand il arrive sur scène, sa figure, c'est Alexis Grus, il n'y en a pas deux. Est-ce que vous pensez qu'il y a une question de génétique où on peut se former et arriver à un tel talent Non, il y a quand même une petite étoile au-dessus de chaque personne. On n'a pas. Après, quand on a cette petite étoile qui brille, il faut la faire briller, il faut travailler parce que c'est pas parce qu'on est doué. Moi, dans ma famille, ils m'ont toujours énervé. Ils m'ont dit oui, mais toi, t'es doué. uh-huh. Non, c'est juste que ma maman, par exemple, elle m'a appris l'échelle. L'échelle, c'est une discipline qui est terrible parce que on n'a pas de résultat. On peut essayer, le résultat, il vient pas. Et c'est parce que vous redoublez, vous triplez le travail et l'effort. Je vais vous donner un exemple. Est-ce que vous avez déjà vu des numéros d'échelle libre à part le mien? Non. Et si vous regardez dans les grandes émissions de télé ou sur YouTube ou sur tout ça, des échelles libres, il n'y en a pas. Mhm. Parce que c'est ingrat. C'est-à-dire, qu'est-ce qui est plaisant quand on fait une activité? C'est de pouvoir rapidement maîtriser un minimum pour pouvoir. Exceller, ouais. Mais l'échelle libre, par exemple, c'est très ingrat. Donc, ça n'existe. Et puis, c'est assez rare. Donc, cette discipline, elle m'a forgé, je pense, mon caractère. Elle m'a forgé ma résilience. Ma résilience. La résilience. Le spectacle en France actuellement, c'est pas facile. Quand on est un Grus, est-ce que vous êtes soutenu parce que vous êtes quand même, comme je le disais tout à l'heure, voilà, quand on est une institution, est-ce que vous êtes soutenu? Alors, on a la chance d'avoir été, en 82, mon père a été choisi par Jacques Lang pour être cirque national. C'est-à-dire qu'il voulait un cirque pilote pour l'État. D'accord. Donc ça, c'est la suite de la cour de l'Hôtel Salé 74. Parce qu'il y avait une école, parce qu'il y avait un savoir-faire, parce qu'il y avait une prestance, et puis il y avait un style qui était bien, qui pouvait bien représenter l'État. De 82 à 87, on a été cirque national, en tournée, en représentation dans toute la France, et à Paris l'hiver. 87, il y a le changement de gouvernement, et le projet tombe à l'eau, et on retrouve nos propres moyens de vie, qui étaient beaucoup plus difficiles, avec une subvention qui était restée toute petite, partie de la subvention qui était restée. On l'a gardé jusqu'à aujourd'hui, pour la création et pour le fonctionnement. Et ensuite, 88, une histoire quand même que vous ne savez peut-être pas, c'est que Claude Lelouch appelle Alexis Grus et lui dit, voilà, on va faire un film, c'est Itinéraire d'un enfant gâté. L'histoire, elle est incroyable parce que Claude Lelouch, il faut savoir qu'avant de faire ce film, il avait pris sa voiture, il était dans un moment de... Il était en descente, il n'avait plus de succès, ses films ne marchaient plus aussi bien qu'avant et il avait décidé de quitter tout, prendre sa voiture et partir. Et puis à l'époque, il y avait les premiers téléphones dans la voiture et puis il reçoit un coup de fil de Belmondo. Et Belmondo lui dit moi aussi, j'en ai marre, je veux tout quitter. Et il dit plutôt que de partir avec ta voiture, viens, on va manger. Et donc, ces deux personnages, en fait, déjà à l'époque, Lelouch et Belmondo étaient dans une période de vide. Comme on dit. Et mon père venait de finir le cirque national dans une période de vide aussi. Et en gros, ces trois personnages se sont rencontrés. Et c'est l'histoire du film. C'est incroyable. C'est fou. Itinéraire d'un enfant gâté, quand il part dans son bateau là, et qui veut tout laisser, en fait, c'est la réelle presque histoire de Lelouch, de Belmondo et de mon père. Et dans le film, donc, quand Lelouch vient voir mon père, il lui dit bon, je veux tourner le film sous ton chapiteau. Et puis je rentre dans le bureau, il dit c'est qui lui? Lui c'est Firmin, c'est mon fils. Lui on va le mettre dans le film. Et après il y a mon frère Armand qui rentre. C'est qui lui? Lui c'est mon deuxième fils. On va le mettre dans le film. Il jouera Belmondo plus grand. Et puis après mon frère Stéphane qui rentre. Lui c'est qui? C'est Stéphane. On va le mettre dans le film aussi. Et si vous regardez Itinéraire d'un enfant gâté, Belmondo petit c'est moi, avec les oies ou dans la cage. Après, en équilibre sur l'éléphant, c'est mon frère Armand. Et au jonglage à cheval et au trapèze, c'est mon frère Stéphane. Waouh. Et c'est tourné sous le chapiteau en 88. Ça nous a permis de retrouver les moyens aussi de repartir sur la route et de continuer notre vocation. Quand on vous voit, on vous sent si solide, si structuré, défini. Est-ce que dans la vie de Firmin Grus, il y a eu un moment où vous vous êtes autorisé de douter? Est-ce qu'à un moment vous vous êtes dit je ne vais pas faire ça, je vais faire autre chose?
ou ça n'existe pas chez les Grus? Bah, bien sûr que ça existe. Ça existe chez toute personne sensible. Et oui, je disais parce que tout à l'heure, toute ma famille a dit il est doué. Mais en fait, surtout persévérant. Il faut aller Déterminé. doucement, il faut aller loin. Voilà. Et bien sûr qu'on a des moments de doute. Mais ce qui est formidable, c'est ce que je dis des fois vis-à-vis de mon équipe. Je ne peux pas les laisser. Et on est comme ça chez nous. C'est pas, on n'attend pas. En fait, on est généreux, on donne aux autres. Mais quand on donne les uns aux autres, ça fonctionne. On est dans une société aujourd'hui où tout le monde veut prendre, mais personne ne veut donner. C'est un peu compliqué. Hein. C'est pour ça que votre spectacle Les Folies Grus, c'est si intelligent, parce que vous avez répondu à cette demande, de ce besoin de rencontre et d'échange. On a voulu garder les valeurs de notre métier, mais on a voulu aussi apporter la modernité. Mais ça ne veut pas dire renier ses origines, ça veut pas dire... ça veut dire quand même, voilà, ce côté-là, je pense que c'est le plus important, savoir donner. Je vous disais tout à l'heure, la pyramide équestre, c'est le plus symbolique en matière de symbole. Oui, c'est le cheval porte, il faut respecter le cheval, il faut bien mettre le pied au bon endroit pour ne pas lui faire mal au dos. Et en même temps, il faut lui donner la bonne impulsion. En même temps, il faut que le porteur soit bien placé et puis fasse attention à ses voltigeurs. Et le voltigeur en haut, il doit faire attention au porteur et au cheval. Et il y a d'autres porteurs et d'autres voltigeurs à côté. Donc, c'est un ensemble. Et en pensant les uns aux autres, ben on pense tous les uns aux autres. Ça fonctionne. Quand on pense chacun à soi, ça ne marche pas. Et les entraînements, vous devez vous entraîner tous les jours? Vous parliez de si vous allez à 7 h du matin sur la piste, il y aura toujours un Grus. Vous vous entraînez tous les jours? Ben quand on ne s'entraîne pas, ça se sent et on n'est pas bien. Ma mère, elle dit toujours que quand on fait rien, quand on n'a pas mal, on se sent mal. Ouais. Quand on a mal nulle part, on se sent mal. C'est ça qui est formidable. Où est-ce que vous êtes le plus heureux? Quand vous êtes à Paris, vous restez là un long moment. Vous êtes là au moins 5-6 mois. D'octobre à mars, oui. Voilà. Après, là, vous allez partir plus vers le soleil. Où est-ce que vous êtes en plus, les Folies Grus à Béziers, c'est en plein plein air, donc c'est absolument merveilleux. Avec les étoiles. Où est-ce que vous êtes le plus heureux? Nous, on est heureux dès qu'on est en famille, dès qu'on est sur la piste, dès qu'on est avec nos chevaux, dès qu'on voit dans l'œil du public l'œil briller. Dès qu'on voit l'œil briller du public, un spectateur qui vous applaudit, un spectateur qui se met debout, c'est la plus belle récompense. Ça, il ne faut pas oublier ça. Souvent, je vais dans des spectacles où on parlait tout à l'heure des spectacles qui l'ont un peu dur. Il ne faut pas oublier quand on est spectateur que quand on se met debout à la fin d'un spectacle ou quand on applaudit, c'est vraiment une récompense. Au-delà du prix du billet d'entrée, au-delà de tout ça, dans la culture, dans l'émotion, dans la générosité, parce qu'un artiste peut donner beaucoup, beaucoup. D'ailleurs, souvent, notre métier, on donne beaucoup plus qu'on reçoit en matière, on parlait de retraite d'artistes, de retraite d'athlètes. Ce sont des métiers où, quand on est retraité, comme moi, je ne suis pas retraité, j'ai 43 ans, mais j'ai déjà mal partout et des blessures et des choses qui ne se réparent pas. Mon épouse, par exemple, elle a une arthrose de la hanche. Elle souffre le martyre du matin au soir. On ne peut pas se faire opérer parce que l'année prochaine, on fait un spectacle exceptionnel et elle ne peut pas se faire opérer avant le mois de mars de l'année prochaine. Attention, j'ai une info, un spectacle exceptionnel. Vous changez, c'est plus les Folies Grus? Si, alors, les Folies Grus, c'est le nom du concept et du lieu. Ah, ok, attention. Vous changez le spectacle. Et le spectacle, c'est les 50 ans de la compagnie. Ouais. C'est un spectacle exceptionnel. Et il a vraiment la cerise sur le gâteau de celui-ci, c'est d'avoir Grégory Garel, qui... Alors, mon frère, Stéphane Grus, c'est le directeur artistique. Il est entouré dans le spectacle précédent de Grégory Antoine, metteur en scène éclairagiste. Et l'année prochaine, c'est Grégory Garel qui intervient aussi dans l'équipe. Donc, ils seront 3. Et lui, il a entièrement écrit la musique, les paroles, les chansons. Donc, c'est de la musique originale. Précisons qu'il y a toujours une chanteuse et des musiciens. Un orchestre, c'est absolument dingue. Tout est authentique, tout est vrai. Il n'y a pas d'écran, pas de bluff, de trucs, bande démo. Non, ça n'existe pas. Et c'est ça qui est saisissant quand on est spectateur. Déjà, on est saisi par cette harmonie. On est saisi par ces tableaux qui sont toujours étonnants, saisissants. Ça me fait penser à mon neveu Charles qui a été voir Les Trois Mousquetaires. Et qui a dit que c'était un magnifique film incroyable avec des effets naturels. Et il disait ça change un peu des Marvel, c'est
c'est que de la fiction. Ouais. Là, les Trois Mousquetaires, quand le cheval galope, il paraît sur le long de la falaise, ça a été réalisé en vrai. Charles, c'est un des deux jumeaux Oui. qui sont absolument divins. Ah bah oui. Ils sont divins. Divins, divins. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter à Firmin Grus pour 2023 ? Moi, je dis souvent, alors c'est pas 2023, il faut pas se donner d'étapes comme ça, c'est trop précoce, c'est trop, trop proche. Mais notre vocation et notre volonté, c'est de pérenniser notre culture, notre savoir-faire, notre patrimoine. Et il faut toujours se préoccuper de ce qu'il adviendra dans un siècle. Parce que ce sont des métiers difficiles, et comme toutes les choses difficiles, ça a tendance à disparaître. Il faut savoir garder le goût de l'effort, savoir garder la remise en question, et savoir apprécier aussi les moments présents. Donc ma préoccupation, par exemple, c'est vraiment de transmettre, et que ce soit le patrimoine, d'arriver à ce qu'il perdure. Vous avez jamais pensé à fonder une école ? Alors ça, c'est la grande spécialité en France. Mais comme ça, on envoie nos enfants. Alors, le problème, c'est qu'on ne peut pas traiter vos enfants comme on traite les nôtres. Ah, c'est ça. Vous allez avoir des problèmes. Quand ils vont se mettre à pleurer, vous allez nous dire c'est trop dur. Alors que nous, on leur dit c'est le métier qui rentre. Non, mais ce qu'il y a, c'est que est-ce qu'il existe une école comme ça d'art aérien, de voltige ? Enfin, c'est fabuleux. Est-ce que ça Non, existe ? parce que Les Canadiens sont très forts là, mais en France, je ne sais pas si ça existe. En France, on a une grande spécialité, c'est que quand vous êtes bon dans du spectacle, on vous dit il faut faire de la formation. Et quand vous faites de la formation, on vous dit il faut faire du spectacle. Ouais. Ça, il faut arrêter avec ça. Laissez les artistes être de bons artistes, et laissez les enseignants être de bons enseignants. Mais ne demandez pas à des enseignants de devenir... Après, si vous avez des bons enseignants, vous aurez de bons artistes, et donc vous aurez de bons spectacles. C'est important de bien séparer les choses. Qu'est-ce que vous souhaitez pour vos filles, justement ? Ben moi, on m'a demandé, est-ce que vos filles vont faire ça ? Elles vont faire votre métier ? Est-ce qu'elles vont continuer ? Je leur dis, elles feront ce qu'elles veulent, d'abord, mais je vais tout faire pour qu'elles aient envie et qu'elles aient les moyens de continuer. Parce que c'est tellement facile de dire, oui, moi, mes enfants, vous allez voir, ils vont faire ci, ils vont faire ça. C'est prétentieux. Je trouve que c'est prétentieux, et que dans notre métier, on ne peut pas être prétentieux. Par contre, voilà, quand vous avez c'est le travail effacé par le travail, donc il faut travailler tout le temps. Et une fois qu'on travaille beaucoup, on arrive à des résultats qui sont plaisants. Votre plus beau moment de carrière, c'est lequel ? Le plus beau souvenir ? Eh ben justement, vous parliez tout à l'heure du numéro du tableau avec Svetlana. Et la première fois que je l'ai présenté, le public à Piolinck s'est mis debout à la fin du numéro, à la fin du tableau. Et j'avais jamais vu ça dans ma vie. C'est-à-dire qu'à la fin de spectacle entier, j'avais vu. Mais ça prouvait que j'avais touché un peu le Graal, un peu tout ce que je voulais. Je voulais performance, grâce, complicité, amour, voilà. Et que ça soit entre les voltigeurs, voltigeuses, les chevaux, la performance, qu'il fallait que ça soit poétique. Il fallait pas que ça soit... moi, j'ai horreur de la... Souvent, quand on va voir des spectacles de cirque, aujourd'hui, c'est de la performance, et moi, ça me fait pas rêver. Je préfère regarder les Jeux Olympiques, c'est plus intéressant. Ça manque de poésie souvent, Voilà. vous savez, avec ça manque de poésie. Et le moment le plus douloureux, peut-être ? Est-ce qu'il y a eu un moment douloureux? Oui, c'était ma péridonite. Une péritonite, pour l'avoir eu, pendant c'est le chaud. spectacle. C'est chaud. Elle a pété en plein milieu du spectacle. Ouh là 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 Ça là. faisait 3 spectacles que j'avais déjà mal, et ça passait. Mais le 4e spectacle, ça n'a pas tenu. Firmin Grus, merci, merci, merci. On vous retrouve à partir du combien à Béziers ? Alors, le 8 juillet jusqu'au 31 août à Béziers. Tous les soirs, Tous les soirs sauf le lundi. à 21h. Voilà, avec l'accueil restauration, musique live, l'orchestre. Une immersion dans les Folies Grus. Voilà. Et puis les chevaux. Ce qui est formidable, c'est que c'est un champ là-bas. C'est en extérieur, c'est dans un champ. Et donc en plus, on mange sur des bottes de paille et des palettes dans la pleine nature. Et on a des chevaux autour de nous. En plus des artistes et des musiciens. Et puis Paris, à partir du mois d'octobre, avec donc la 50e création de la compagnie Alexis Grus, 50 ans à Paris, 1974-2024, et un spectacle vraiment
original dans sa création encore, parce qu'on n'a pas voulu faire une rétrospective, on n'a pas voulu faire, justement, on a voulu, notre particularité, c'est d'innover en permanence. Une fois qu'un tableau a été présenté, on le remise et on en crée un autre. Et quel travail, parce qu'au moment où vous parlez, je pense aux costumes. Les costumes, vos neveux adorent les costumes. Il y a un travail faux. Costume, éclairage, structure, tableau, c'est un travail. Ça, c'est ce qu'on a fait en plus dans les Folies Grusses. On a apporté, j'ai dit à mon frère, il faut apporter de la modernité. C'est pour ça que Grégory Antoine est intervenu en premier. Et maintenant, on a Grégory Garel en plus. Grégory Antoine, il est issu de la comédie musicale, de l'événementiel, du théâtre. Et il a apporté avec moi toute la partie scénographique. L'orchestre est beaucoup plus présent, plus proche de la piste. Et on voit en permanence les artistes, les musiciens, on voit tout le monde. Et puis, on a apporté aussi de la technique. C'est-à-dire que ce que l'on voit, par exemple, au Cirque du Soleil, des moteurs acrobatiques qui permettent à des artistes de décoller d'un seul coup, ça, avant, on n'avait pas les moyens techniques ni financiers de le faire. On s'est donné les moyens et ça donne naissance à des tableaux comme celui des tissus cette année, où les filles montent, descendent, arrivent sur les chevaux, etc. Un treuil acrobatique, ça paraît rien, mais c'est un logiciel informatique. C'est 250 kilos qui est tiré à 3 secondes minute. Non, 3 mètres secondes, pardon. Donc, si vous calculez mal votre coût avec l'ordinateur, vous vous arrachez le bras. Vous vivez la compagnie Grus. Est-ce que vous prenez des vacances parfois ? J'en ai pris il y a 10 jours, mais j'étais pas bien. Ouais, c'est ça. Vous êtes bien sur scène, en famille. C'est là où vous êtes heureux. Depuis tout petit, en plus. Merci de nous le faire partager. Merci Firmin Grus. Et on se voit à Béziers cet été et à Paris dès octobre 2023. Merci, Soledad. À bientôt.